Monsieur le Premier ministre, vous êtes notre invité pour parler des restructurations industrielles. Mais d'abord, à propos du Liban, la question que tout le monde se pose, est-ce que les Français vont être les seuls à rester dans Beyrouth maintenant que les Américains, les Britanniques et les Italiens ont entamé un retrait progressif? Et nous avons toujours dit que nous n'avions pas vocation à rester au Liban, qu'il était absolument indispensable qu'à la force multinationale puisse se substituer une force des Nations Unies. Et nous avons multiplié nos efforts diplomatiques pour que les Nations Unies puissent prendre des décisions et s'engager au Liban. Aujourd'hui, devant la situation qui se dégrade, la France agit, et agit avec force, agit avec persévérance au niveau des Nations Unies pour saisir le Conseil de sécurité et faire en sorte que les Nations Unies viennent vraiment au secours du Liban pour garantir cette unité, cette souveraineté, cette indépendance du Liban. Le djihad islamique, un mouvement terroriste manipulé apparemment par l'Iran et qui avait déjà revendiqué les terribles attentats à Beyrouth contre les quartiers généraux français et américains, le djihad islamique a revendiqué la nuit dernière l'attentat commis hier contre 2 opposants iraniens. Et ce matin encore, un nouvel attentat en plein Paris. Est-ce que la France devient la cible privilégiée du terrorisme iranien? Écoutez, je condamne avec la plus grande force les actes de terrorisme qui sont toujours lâches. Et nous entendons réprimer cette forme de violence comme toutes les formes de violence. Je dois dire que ces attentats ne sont pas le fait de la société française. Vous venez de le souligner vous-même. Ce sont les conséquences, au fond, d'une sorte de guerre larvée sur le plan international. Par conséquent, les auteurs de ces attentats sont en liaison avec des groupes terroristes qui sont de passage, hélas, dans notre pays. C'est pourquoi il est si difficile de pouvoir châtier les coupables. Mais je dois dire notre détermination, en tous les cas, à tout mettre en œuvre pour les découvrir, et justement pour les châtier. Alors, venons-en maintenant au dossier des restructurations industrielles qui, avec le Liban, a dominé le Conseil des ministres de ce matin. Un dossier qui reste à l'état de proposition. Les négociations vont se poursuivre en février et les décisions sont attendues pour le mois de mars. Faisons d'abord avec Christian Marimono le point de ce que l'on sait des projets du gouvernement. 5 secteurs sont concernés par les restructurations industrielles. La sidérurgie, les charbonnages, la construction navale, l'automobile et le téléphone. Première orientation industrielle. Sont créés des pôles de conversion qu'on appelle aussi zones franches. Ils correspondent aux secteurs économiques en difficulté, les charbonnages du Nord, la sidérurgie lorraine, les chantiers navals et d'autres zones sensibles. Reste à définir l'importance géographique de ces pôles. Les avantages financiers seront accordés aux chefs d'entreprise souhaitant s'installer dans ces régions. Deuxième orientation sociale. Des stages de conversion de 2 ans seront proposés aux licenciés de 3 secteurs seulement. Sidérurgie, charbonnage et construction navale. 10 à 15 000 salariés seront concernés. Ils recevront 70% de leur salaire qui sera financé pour un tiers par l'entreprise, pour un tiers par les collectivités locales et pour le dernier tiers par l'État. Le système de la pré-retraite sera maintenu. 55 ans pour les chantiers navals, 50 ans dans la sidérurgie. Les chefs d'entreprise qui embaucheront des licenciés de ces secteurs en difficulté bénéficieront d'une prime de 40 à 50 000 francs par emploi nouveau. Une aide au retour pour les travailleurs immigrés sera proposée aux volontaires, mais cette aide reste à définir. Enfin, un projet de loi sera déposé au Parlement pour favoriser la création d'entreprises. Un rappel, toutes ces orientations seront négociées tant avec les élus qu'avec les partenaires sociaux et seront mises en application la première quinzaine de mars. Tout de suite, Monsieur Mauroy, la question clé, combien ces projets vont-ils coûter et qui va payer? Combien ces projets vont-ils coûter? Ce que nous avons décidé au niveau de la proposition est tout à fait compatible avec la politique que nous suivons, politique d'assainissement sur le plan financier, politique d'assainissement sur le plan économique, politique d'assainissement sur le plan industriel. Par conséquent, combien nos propositions, au niveau de l'État, ce sera de l'ordre de 4 à 5 milliards. Et à côté, naturellement, il y a un financement par conséquent au niveau du budget, mais il y a également un financement général et un financement naturellement au niveau du fonds industriel, bien entendu.
modernisation industrielle. Ce sont donc, dans ces cas-là, toujours soit les contribuables, soit les entreprises, soit les deux à qui on fait appel. Or, le chef de l'État a promis une baisse de 1% des prélèvements obligatoires l'année prochaine. Est-ce que c'est compatible? Oui, mais justement, la difficulté de l'exercice était de faire en sorte que ce soit compatible avec la politique que nous menons et avec les engagements que nous avons pris, en particulier avec ce que le chef de gouvernement doit remplir comme obligation vis-à-vis de cet engagement du président de la République. Alors, l'objectif de ce plan est évidemment de freiner l'augmentation du chômage et même de diminuer le nombre des chômeurs. Mais en quoi ce plan va-t-il créer des emplois? Oui, mais je dois dire que lorsqu'on se trouve devant un plan de restructuration industrielle, il faut le replacer dans un ensemble. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons moderniser la France. Vraiment, ce gouvernement a la passion de cette tâche qui est essentielle, la modernisation de la France. La modernisation de la France, il l'a assumée sur le plan des institutions. C'est la décentralisation. La modernisation de la France, il l'a assumée sur le plan des rapports